Nous sommes en 2009 et Steve Cohen regarde la crise financière détruire les investisseurs du monde entier avec un grand sourire. Nous sommes en baisse de 3 à 4,5%. Une chute d'environ 18%. Le marché boursier est maintenant en baisse de 21%. Pourquoi avec un sourire? Eh bien, alors que le monde de la finance brûle comme la Rome antique, Steve Cohen vit le rêve de tout trader Instagram modérément réussi. Il a bâti un portefeuille de plusieurs milliards de dollars pour son entreprise SAC Capital Advisors grâce au trading d'options. Et il ne fait que commencer. Cohen est célèbre pour ses transactions rapides et volatiles, réussissant dans ce domaine depuis des années. Mais seulement quelques années plus tard, tout va s'effondrer pour Cohen lorsque la Securities and Exchange Commission va sévir contre lui pour délit d'initié. Ce qui va suivre sera un effondrement digne de l'Empire romain pour Cohen, suivi d'une renaissance d'une ampleur épique. Comment Cohen, autrefois ordinaire, a-t-il gagné de l'argent alors que tous perdaient? Stephen A. Cohen, ancien petit trader d'options, est devenu l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus prospères. Comment est-il passé de rien à la prospérité au point d'acheter les Mets de New York? Qu'il soit pour fonder SAC Capital et a commencé à générer certains des meilleurs rendements du marché. Et tout cela est-il injustifié car ce n'est finalement qu'un criminel chanceux? Mais comment le roi des fonds spéculatifs a-t-il fait? Comment quelqu'un peut-il faire 60% de rendement par an? Ceci est l'histoire légendaire de Steve Cohen. Je ne veux pas seulement aller en play-off, je veux gagner un championnat. Il y a beaucoup d'acteurs douteux dans le secteur de la finance qui prétendent qu'il est possible de gagner des millions en faisant du trading, c'est-à-dire en achetant et en vendant différentes actions sur une courte période. Trader Forex riche à 23 ans dans un penthouse d'1 million. Vous pouvez gagner des millions en Forex et j'aide déjà des milliers d'étudiants. Quelle escorte majestueuse, typiquement millionnaire. Aussi drôle que cela puisse paraître, Cohen a trouvé un moyen de faire fonctionner ça. Mais le chemin pour y arriver a été difficile et plein de défis. Stephen A. Cohen était né en 1956 à Long Island, New York. Bien que sa ville natale, célèbre pour avoir inspiré Gatsby le Magnifique, soit riche, Cohen n'est pas aussi aisé que les familles de ses camarades. La famille Cohen est considérée comme une famille de classe moyenne. Ils vivent à Great Neck, une région autrefois agricole au nord-est de Manhattan. Au fil du temps, davantage de personnes ont découvert puis rejoint la région. Les fermes ont commencé à laisser place à de grands domaines. Nous sommes une communauté très diversifiée. C'était une petite maison et c'était un peu fou. Une famille typique de banlieue, beaucoup de sport, ma mère prof de piano, mon père fabricant de robes. Un endroit agréable à vivre. Le jeune Cohen s'adonne à quelques passe-temps classiques des futurs grands performeurs. Oui, j'aimais le sport, donc je jouais au football, au basket, au golf. C'est ce qu'on faisait. Et la seule saison où je ne jouais pas vraiment était le baseball. Il y a aussi les premiers signes qu'il pourrait un jour devenir un bon trader au détriment de ses notes. Je pense que j'étais meilleur plus jeune. En vieillissant, au lycée, j'étudiais moins sérieusement. On jouait souvent au poker presque tous les soirs, dans ce qui n'aide pas à étudier. Pour Cohen, le poker est bien plus qu'un simple jeu de hasard, c'est un moyen de gagner un revenu supplémentaire, tandis que ceux avec qui il joue continuent de perdre. Cohen gagne des milliers de dollars aux tables, une somme impressionnante pour un adolescent, vu la valeur du dollar à la fin des années 70 et au début des années 80. Le poker initie Cohen au jeu et à la prise de risques calculés. Une compétence utile pour sa future carrière de trader. Et Cohen n'est pas le seul vétéran de la finance à aimer le poker. Chamath Palihapitiya et Jason Calacanis, deux magnates du capital risque dont nous avons également réalisé des biographies sur cette chaîne, sont même allés jusqu'à nommer leur podcast All In Podcast en hommage au poker. Je pense qu'au fond, si j'aime autant jouer au poker, c'est parce que c'est vraiment un microcosme de ma propre vie. Il y a une part de compétence là-dedans, tu sais. On a tous des cartes de départ, mais il y a aussi plein d'autres choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Et puis, il y a une part de chance et au final, il y a un résultat. Parfois, puis tout se passe bien, tout arrive comme il faut et tu gagnes. D'autres fois, tu perds et parfois tu penses que tu vas gagner et tu te prends un mauvais coup. C'est ça, la vie. Ce parallèle entre investissement et poker
Et la nécessité de décisions adaptées au risque explique pourquoi tant de personnes à succès dans l'investissement aiment le poker. Cohen poursuit la voie tracée par d'autres jeunes ambitieux de la finance et part à l'université de Pennsylvanie, à Wharton, après le lycée pour étudier l'économie. Il rejoint la fraternité Zeta Beta Tau et gère les fonds de Fred, s'assurant qu'ils ont toujours assez d'argent pour la bière. Pour ceux qui connaissent peut-être moins l'expérience universitaire américaine, les fraternités sont essentiellement des clubs sélectifs réservés aux garçons, qui passent généralement leur journée à organiser des fêtes extravagantes à l'université. Ses amis de fraternité ont aussi beaucoup aidé Cohen, jeune investisseur, notamment pour ouvrir son premier compte de courtage avec seulement 1000 $. Comme l'affirme un de ses frères de fraternité, Cohen ne se concentrait pas sur ses cours. Alors que tout le monde s'inquiétait de ne pas avoir le temps de finir un examen de statistique particulièrement difficile, Steve a fait une pause à 16 heures pendant l'examen pour vérifier ses actions. En résumé, la formation de Cohen à Wharton et son intérêt précoce pour les actions révèlent son potentiel à gagner de l'argent sur le marché. Et ce potentiel commence rapidement à se concrétiser pour le jeune Cohen, qui troque les fêtes étudiantes contre une carrière dans le trading après l'obtention de son diplôme. Sa première étape, le bureau de trading d'options de Grand Alco. Connu pour sa gestion dysfonctionnelle et une image jugée peu présentable, la réputation douteuse de l'entreprise ouvre la porte à Cohen pour gravir rapidement les échelons. Les résultats priment sur toute hiérarchie bureaucratique dans cette entreprise et l'ascension de Cohen sera fulgurante, prouvant sa valeur à l'entreprise à maintes reprises. Pendant son passage dans l'entreprise, il finit par gagner 100 000 $ par jour. Oui, 100 000 par jour. Pour la société, c'est un exploit presque impensable, à moins d'être un trader YouTube au jour le jour. J'ai quitté l'école sans diplôme ni formation. En réalité, il est possible de gagner des millions en tradant le Forex. Aucune éducation, c'est la seule chose fiable chez ce type. Cohen, travaillant chez Granville, ne veut pas être seulement un soi-disant singe d'Excel. Il veut prendre le volant. Il est temps de passer à l'étape suivante. Contrairement aux personnes habituellement présentées sur cette chaîne, il ne crée pas d'entreprise ni n'invente une nouvelle classe d'actifs. Il continue de faire ce qu'il fait de mieux, mais cette fois avec son propre fonds. J'avais vraiment l'impression que Steve Cohen était en quelque sorte un symbole de l'époque dans laquelle nous vivons. Il n'a rien construit. Il n'a pas inventé de nouvelles technologies. Il n'a pas créé de médicaments. Il était trader. Et pour une raison quelconque, nous vivons aujourd'hui dans un monde où être doué pour ça apporte plus de richesse et de fortune que presque, vous savez, à n'importe quelle autre époque de l'histoire en faisant quoi que ce soit d'autre. Et pour moi, c'était remarquable. Parfois, moi, je fais du coaching de carrière avec des gens via ma communauté Patreon. Et presque tous parlent dans l'épisode du principe que la meilleure façon de devenir riche et puissant, c'est de travailler dans une grande banque d'investissement pendant environ 2 ans, puis d'aller dans le private equity ou un hedge fund. Mais ce n'est pas la seule façon. Bien que l'époque des salles de marché était très différente dans les années 70 et 80, lorsque Cohen était chez Grunthal, il existe encore aujourd'hui des parcours intéressants pour lancer sa carrière, comme les sociétés de trading propriétaires. Le trading propriétaire, ou prop trading, c'est lorsqu'une société donne à des traders individuels accès à d'énormes leviers en échange de frais initiaux de quelques milliers de dollars, d'un pourcentage des profits de trading et ou de frais de transaction. Les gars montent dans la voiture d'Ashley Martin pour rejoindre l'appartement à 2 millions de livres. Tout ce qui concerne l'argent, les fêtes, c'est réel. Absolument, 100% réel. Certaines sociétés sont plus réputées que d'autres. Il existe des moyens légitimes de gagner de l'argent avec de bonnes stratégies de trading. Et, avec ces sociétés de prop trading, la discipline, le travail acharné et le talent sont essentiels pour réussir. Et c'est un excellent tremplin pour ceux qui veulent acquérir les compétences nécessaires pour, un jour, gérer leur propre fonds, comme le fait Cohen après Grunthal. La grande décision de Cohen est de lancer SAC Capital Advisors, son propre fonds spéculatif. Son succès a été suffisamment important chez Grunthal pour qu'il puisse investir 25 millions de dollars de son propre argent afin de lancer le fonds. Fondé par l'investisseur légendaire Stephen A. Cohen, SAC Capital était le fonds spéculatif le plus performant au monde dans les années 1990 et 2000. Il a eu un rendement annualisé de 30% pendant son activité. Si ce n'est pas déjà évident, Cohen incarne désormais pleinement ce que signifie être une légende de la finance, en utilisant humblement ses initiales SAC pour nommer son fonds destiné à la grandeur.
Ayant acquis compétences, réputation et capital, Cohen débute le trading avec ce qui deviendra son style emblématique. Des transactions rapides en gros volumes avec une forte volatilité en poursuivant les mouvements de prix après les annonces de résultats et de dividendes. Comme nous le savons, la volatilité et le risque ne font pas peur à Cohen. Il investit des millions et des millions de dollars dans Equinix en 2007, une société d'investissement immobilier, en pariant sur un rapport de résultats exceptionnel. Et le rapport sort largement dans le vert, générant un rendement de 32% pour Cohen grâce à l'annonce de résultats positifs, un gain énorme sur une seule opération. Il investit également des milliards dans Ardia Biosciences, une petite entreprise de biotechnologie. Et la biotechnologie était connue comme l'un des secteurs les plus risqués pour investir. Juste 3 semaines plus tard, l'entreprise de biotechnologie annonce qu'elle sera rachetée par AstraZeneca, ce qui fait grimper le cours de l'action. Cohen enchaîne les transactions sensationnelles. Au cours de ses 7 premières années de gestion de fonds, Cohen n'a connu que 3 mois de pertes. Le pire, une baisse de 2%. Il a constamment surpassé le marché en achetant et en vendant rapidement des actions. La stratégie de Cohen reposait essentiellement sur un fonds spéculatif basé sur l'information. Donc il s'agissait pour lui de faire du trading autour, disons, du trimestre. Intel a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street. Lorsqu'une entreprise annonce ses résultats trimestriels, les actions vont soit monter, soit baisser en fonction des bénéfices de cette entreprise. Un nouveau téléphone arrive, un nouvel iPad arrive, les chiffres du trimestre de juin étaient effrayants. La stratégie de Cohen était de recueillir un maximum d'informations pour gagner de l'argent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, selon les résultats d'une entreprise. La question est-il un trader phénoménal ou dispose-t-il d'informations que le public n'a pas? Donc le délit d'initié, ce qui est illégal. Nous sommes à l'été 2013, et alors que SAC est en pleine forme, Cohen étant le collimateur de la Securities and Exchange Commission, plusieurs employés de SAC ont été condamnés pour délit d'initié ces dernières années. Et il semble que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en prennent aussi à Cohen. Alors qu'il se prépare pour un mois d'août rempli de fêtes arrosées dans les Hamptons avec ses confrères milliardaires, il se fait rattraper par les accusations de délit d'initié. Cohen reçoit la visite des fédéraux. Ouf, les fédéraux décideront de s'en prendre à Cohen. Ils ont inculpé un gestionnaire de portefeuille actuel et un ancien ayant travaillé pour Steve. Je pense qu'ils espéraient vraiment que l'une de ces personnes retournerait sa veste, coopérerait et témoignerait contre Steve. Cela n'est pas arrivé. Les avocats de Steve Cohen ont rencontré Preet Bharara, responsable de l'affaire, et ont fait une présentation au gouvernement. En gros, leur objectif était de convaincre le gouvernement qu'il ne pouvait pas gagner au procès. Et ils ont essentiellement dit, écoutez, vous n'avez tout simplement aucun témoin qui témoignera contre lui. Vous n'avez aucune écoute prouvant qu'il savait échanger des informations confidentielles. Vous n'avez rien. Alors ils ont décidé à la place d'inculper SAC Capital, qui est le fonds de Cohen, au lieu de lui. En fin d'année, il a plaidé coupable et SAC a versé une amende énorme de 1,8 milliard de dollars à la Securities and Exchange Commission. La plus grande de l'histoire. Les fédéraux l'ont coincé pour défaut de supervision. Donc Cohen évite les poursuites, mais sa carrière dans les fonds spéculatifs semble terminée. La confiance envers les institutions, partenaires et investisseurs est abîmée. Sa série de transactions sans précédent est-elle en train de prendre fin? Bien sûr que non! Cohen passe outre ses échecs et fait un retour psychotique d'une ampleur épique. L'un des plus grands noms, si ce n'est le plus grand, du moins dans le domaine des fonds spéculatifs, Stevie Cohen, désormais libéré par la Securities and Exchange Commission après avoir été suspendu pendant 2 ans de l'industrie des hedge funds. Il débute l'année en force en préparant l'ouverture d'une société à Wall Street. De la disparition de SAC, le nouveau point 72 de Cohen émerge des décombres. Ce nouveau fonds ambitieux se spécialise dans le long-short discrétionnaire, mais ajoute également par la suite une branche de capital risque ainsi qu'une académie de stage. Le long-short discrétionnaire est une stratégie d'investissement populaire chez les hedge funds, où les gestionnaires y prennent en même temps des positions longues et courtes sur des actions, souvent dans des secteurs similaires, pour exploiter la surévaluation ou sous-évaluation relative des titres. C'est simple en théorie. Ils vont acheter une action qu'ils estiment sous-performante et qui, selon eux, va monter. Ils vendent à découvert une action qu'ils pensent surperformante et susceptible de baisser.
L'idée essaye de gagner sur la position courte et longue. C'est une stratégie de retour à la moyenne des deux côtés. Vous vendez ce qui est surévalué et achetez ce qui est sous-évalué en pensant que tous deux reviendront à la moyenne. Vous gagnez de l'argent sur la position courte, vous gagnez de l'argent sur la position longue, c'est en quelque sorte, en théorie, ce qu'ils recherchent. Cette approche associée à la stratégie macro-globale de 0.72 fondée sur des indicateurs macroéconomiques a permis à l'entreprise d'atteindre aujourd'hui un portefeuille de 24 milliards de dollars américains. Cohen revient avec encore plus de succès, et tout cela de façon totalement légitime. Mais il est sur le point d'entrer en conflit avec l'un des acteurs les plus puissants de tout le marché, une entité de l'État profond, dotée d'un pouvoir et d'une influence presque illimitée. Wall Street Bets a détourné les options sur actions, initialement conçues pour la couverture, en simple pari. Les membres du subreddit ont fait de la bourse leur casino personnel. Les investisseurs particuliers dégénérés. Silly Cohen parie contre l'esprit indomptable et la stratégie inébranlable de la milice Wall Street Bets. Cohen est l'un des nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs qui vendaient massivement à découvert l'action GameStop. Lorsque les investisseurs particuliers ont lancé le fameux short squeeze, le génie de l'investissement Cramer explique comment cela fonctionne. Si GameStop est un sujet important, c'est à cause de Wall Street Bets sur Reddit. Beaucoup de jeunes y participent, j'y retourne car ils s'y intéressent. Cette communauté d'investisseurs passionnés choisit des actions et les fait grimper ensemble, partageant leur enthousiasme. Maintenant, ils ne ciblent pas n'importe quelles actions. Ils s'attaquent à celles qui sont fortement vendues à découvert afin de provoquer un short squeeze et de les faire monter jusqu'à ce que les vendeurs à découvert soient obligés de racheter leur position. Un vendeur à découvert ciblé ne peut que jeter l'éponge. Vous devez simplement couvrir votre position courte, c'est-à-dire racheter l'action pour fermer cette position avant de manquer d'argent. Cohen perd environ 15% de la valeur du portefeuille de 0.72, un pari sur une action même d'une ampleur épique, car 0.72 détient d'importantes positions courtes sur GameStop via son investissement avec Melvin Capital. Ce fonds leader, ou plutôt grand perdant, détenait le plus de positions courtes sur GameStop. Est-ce que cela détruit la réputation déjà entachée de Cohen en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs? Bien sûr que non. Les goats de l'investissement de détail rebondissent toujours quand le quiz a lieu en 2021. Cohen avait récemment acheté les New York Mets pour 2,5 milliards. Son travail en 2021 avec sa nouvelle équipe a permis de reconstruire une franchise en difficulté, la rendant aujourd'hui compétitive pour les séries éliminatoires. Venir ici et faire ça pour toi, qu'est-ce que tu ressens? C'est très amusant, non? Mieux vaut ne pas les perdre. Ce n'est que la première étape. Gagner la division serait génial. On verra en séries éliminatoires. Je parie que ça va... Je pense que ça peut aller vraiment loin. Mais peut-être même que Cohen ne pourra pas sauver la franchise pauvre qu'est les Mets, à moins qu'il ne trouve des informations secrètes sur le nouveau Babe Ruth qui sortirait des Little League World Series. Car l'équipe n'est pas allée très loin et finit par perdre au premier tour des séries éliminatoires. Cependant, Cohen réalise tout de même un exploit majeur en construisant une équipe de calibre pour les séries éliminatoires avec les Mets, une franchise qui a connu de grandes difficultés ces dernières années. Bien que cet homme ait connu des revers, il est impossible de ne pas reconnaître sa personnalité performante, toujours capable de se relever et de faire bouger les choses sur les plus grandes scènes. Ce qui nous mène à la grande finale. Nous savons donc que nous ne pouvons pas laisser les revers nous décourager maintenant. Donc mon dialogue intérieur, c'est moi qui repense à toutes les difficultés pour arriver à ce moment. Et cela me dit qu'on n'abandonnera pas aujourd'hui. Pas ça aujourd'hui. Mais peut-être vous demandez-vous, quel plan précis pouvons-nous apprendre de Cohen pour atteindre le statut de très grande fortune? Une voie possible serait de suivre une formation avec une société de trading propriétaire. Une voie plus fiable pourrait être de rejoindre un desk de trading ou une société de gestion d'actifs après avoir obtenu son diplôme universitaire. Tout cela vaut mieux que de se fier à l'analyse technique provenant de vidéos TikTok. La version finance des bros de l'astrologie scientifique. Malheureusement, ce que personne ne vous apprendra, c'est comment gérer avec succès une équipe de baseball. Je suppose qu'il faudra attendre et voir si Cohen peut nous le montrer avec les Mets la saison prochaine. En résumé, soyez persévérants et utilisez des informations privilégiées. Je veux dire, investissez dans des entreprises sous-évaluées. Laissez votre argent travailler pour vous.